Aujourd'hui, c'est un événement qui est un peu particulier. Moi, ça me tient à cœur ce sujet-là, tout ce qui est durable, responsable. Alors moi, ça me touche personnellement, mais aussi c'est des choses qu'on met en place dans notre univers professionnel chez Maison du Client. Je laisserai pour le coup Christophe ensuite partager un peu notre ADN à nous, nos missions, nos valeurs qui font qu'aujourd'hui, on organise cet événement. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que cet événement soit un événement sympa, convivial, un événement collaboratif, parce que l'idée, c'est pas d'être là en mode sachant, mais plutôt d'être là pour partager. Et c'est un peu le sens de cet événement, d'avoir une première partie en mode conférence avec Pierre qui pourra présenter plusieurs de ses travaux, plusieurs de ses recherches et vous partager aussi un brin de son expertise autour du marketing plus durable, et notamment une partie qui est présente dans son livre. Il vous en parlera tout à l'heure. Mais également, à la suite, d'avoir une table ronde avec des intervenants qui sont parmi vous et qui sont là pour partager leur mission, leur périmètre, leur activité, et de montrer que tout ce qui est durable et responsable, on peut le mettre en place dans n'importe quel type d'activité, que c'est accessible à tous. C'est pas quelque chose juste dont on peut rêver. C'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place et qu'on peut faire de manière assez simple, avec des quick wins au début, et puis ensuite faire grandir au sein des équipes. L'idée étant toujours de se dire où est-ce qu'on met le client ? Est-ce que finalement, c'est pas lui qu'on doit servir en premier ? Bonjour à tous, donc effectivement, donc très heureux de vous accueillir dans ce lieu, donc à proximité de nos locaux. Hein, c'est un petit signe du destin, un petit clin d'œil qui me fait plaisir effectivement. Un grand merci à Pauline, un grand merci à l'équipe de MDC qui depuis plusieurs semaines travaille pour cet événement, qui est un peu exceptionnel parce qu'on a l'habitude, on va dire tous les 2 mois, de faire des rencontres dans nos locaux sur le thème des ateliers de la relation client, la culture client. Mais là, on a donc un événement un peu plus fédérateur, avec donc la chance d'avoir des intervenants qui vont nourrir votre réflexion. Et je réitère ce que Pauline disait, le but, c'est que vous puissiez échanger, poser un maximum de questions. Bien évidemment, il y a des histoires à vous raconter, mais ce qui est vraiment capital, c'est que ça puisse ouvrir des chakras pour vous et enrichir votre réflexion. Donc j'ai dit merci à tout le monde, un grand merci à Pauline qui a pris qui a eu à cœur de fédérer cet événement. Et puis j'ai pas prévu de prendre la parole longtemps pour parler de Maison du Client parce que c'est pas l'objectif. Mais ce que je peux vous dire en 3 slides de mémoire, pourquoi Maison du Client et pourquoi ? La seule présentation, on va dire, de la société, c'est celle-ci. À savoir que donc on est 7 collaborateurs, ça fait bientôt 17 ans qu'on existe. Et on a orienté toute notre activité sur 3 métiers qui sont complémentaires. Le premier métier, c'est tout ce qui est écoute, donc tout ce qui est dispositif d'écoute, écouter le collaborateur, écouter le client, de façon à se nourrir de ce qu'il peut nous apporter comme information. Cette information étant capitale parce qu'elle va nous permettre de prendre des décisions. Donc là, c'est un gros focus pour nous, c'est comment est-ce qu'on se met à disposition des clients, des collaborateurs pour capter de l'information. Et cette information, elle va être traitée de façon statistique pour améliorer la connaissance et être plus fort dans les offres, dans la pertinence des solutions qui vont être proposées. Et c'est le deuxième métier de la connaissance. Et cette connaissance, ça vient servir quoi ? Cette connaissance, ça vient servir tout ce qui est interaction avec le client. Parce que voilà, je ne vais pas être long là-dessus, mais l'enjeu, c'est d'animer nos relations avec le client, de prendre la parole à bon escient. Et pour prendre la parole à bon escient, il faut le connaître, ce client, et pour le connaître, il faut avoir capitalisé sur des informations qu'il a bien voulu nous mettre à disposition. Voilà, 3 métiers, écouter, connaître et interagir, c'est l'ADN de notre société. Après, et là, c'est la partie, on va dire, un peu professorale. Et là, je tourne vers Pierre, on en discutera, mais c'est aussi très fort dans l'ADN. Si vous vous souvenez de vos cours de marketing, on parlait des 4 P, le produit, son prix, sa place dans le point de vente et les éléments de promotion. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, s'occuper et parler que du produit, ça ne suffit plus. Il faut bien évidemment maîtriser le produit et le marketing, c'est un long sujet, mais il faut aussi s'organiser pour prendre en compte les préoccupations du client.
Et donc, c'est ce qu'on a appelé les 4C qui sont venus compléter. Et donc, en plus du produit, on s'occupe du client. Le prix ne suffit plus, il faut aussi s'intéresser au coût. Le coût, c'est par exemple l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que je vais devoir rajouter au prix pour utiliser le produit? Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Le convenient, c'est la capacité de trouver le produit dans plein d'endroits possibles. Et au-delà de faire de la promotion, faire de la communication. Comment est-ce qu'on raconte une histoire à ses clients? Et donc ça, on va dire que c'est les années 2000. Ouais, allez, on va faire course. Des années 2000. Et puis c'est un peu la situation que vous vivez aujourd'hui. S'occuper du produit, s'occuper du client, ça suffit plus. Il faut aussi intégrer aujourd'hui toute cette dimension environnementale. Donc là, on rentrera dans le détail. Mais c'est ce qu'on a appelé les 4 R. Et là, j'ai un gros clin d'œil avec Pierre parce que c'est un travail qu'on a fait ensemble. Et donc, s'occuper des ressources, de quelles ressources je dispose pour justement commercialiser mon produit, quel est l'impact de mon produit, en quoi je suis responsable. En quoi je suis responsive, on a essayé de traduire la notion de proximité, tout ce qui va être l'économie de proximité. Et au-delà de la promotion de la communication, quelle relation j'entretiens dans le dur avec mes interlocuteurs et tout le commerce de proximité, c'est vraiment un lien fort. Voilà, quand je vous dis qu'on a 3 métiers, écouter, connaître et animer, puis il faut s'occuper des 4P, des 4C et maintenant des 4R, je vous ai donné l'ADN de la société. Après, on est bien évidemment à votre disposition pour rentrer dans le détail, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Bon, pour mettre des phrases derrière des attentes qu'on a perçues, tout ce qui est autour du respect de la parole, de donner la notion responsable et durable, il y a un enjeu capital pour la marque. Donc, c'est en cohérence entre son positionnement et les engagements sociétaux donnés par la marque. Il y a un gros enjeu collaborateur et voilà, vous êtes nombreux dans des aspects RH et vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est une attente très forte, notamment des jeunes collaborateurs, mais pas seulement. Et puis, le client. Et donc, bien évidemment, il va falloir accompagner les déclarations, les intentions par des actes forts qui vont être décryptés et entendus par les clients. Donc là, on est sur trois éléments forts, la marque, les collaborateurs et clients. Et on est bien dans une logique, dans un ordre, c'est-à-dire que Vinette Nayar a fait un livre il y a quelques années, 20 ans déjà, sur le fait que le titre de son livre, c'est le collaborateur d'abord, le client ensuite. Ça montre qu'il faut se préoccuper bien évidemment du client, mais en amont, il faut que le collaborateur se sente à l'aise dans l'entreprise parce que c'est lui qui va être acteur de la relation client. Donc cet ordre-là, il est reproduit dans cette logique. Et puis après, c'est des choses que vous connaissez bien, un engagement sincère. Comment est-ce qu'on va apporter les preuves aux clients de ce qu'on dit, que ce qu'on dit est vraiment réalisé. Les parcours clients, c'est pareil, vous maîtrisez, mais il faut repenser les parcours au regard des engagements, notamment RSE, qui sont donnés. Et puis le tout, est là pour renforcer la marque employeur, parce que une entreprise aujourd'hui doit exister sur son marché, doit avoir des arguments pour recruter des collaborateurs. Et tout ce qu'on vient de dire, ça vient servir, ça vient nourrir cette posture et cet enjeu. D'accord ? Voilà, je n'avais pas plus de choses à vous dire sur la société. Bien évidemment, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je me suis intéressé aux clients donc, depuis quelques années, sous la pression de parties prenantes, et en particulier des étudiants. Assez rapidement, je me suis rendu compte que générer du chiffre d'affaires ou satisfaire les clients, pour le coup, ça interpelle de moins en moins nos jeunes. Il y a un sujet qui les intéresse, en revanche, c'est tout ce qui est responsabilité, durabilité. Donc voilà. En 2019, je me suis dit, il faut que je m'y mette. Voilà. Donc pas du tout en tant qu'expert, mais en tant que praticien et professeur en marketing, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut découvrir de ce sujet-là. Bon, je ne suis pas du tout parmi les premiers académiques à m'intéresser au durable et aux responsables, mais voilà, c'est comme ces pays africains qui n'ont pas eu le téléphone ligne fixe, qui vont beaucoup plus vite que nous sur le mobile en fait. Hein. Donc je me suis dit, je vais y arriver, je suis en retard, mais je vais rattraper mon retard avec voilà. Alors je ne sais pas si j'ai rattrapé mon retard, mais en tous les cas, j'ai travaillé sur le durable donc depuis 4 ans.
Et j'ai appris plein de choses. Je ne suis absolument pas un expert, d'abord parce que le sujet est extrêmement complexe et très lié au business. Ce que je disais à Christophe hier, là, quand on s'intéresse aux clients, quelque part, je ne veux pas dire qu'on peut s'intéresser aux clients dans tous les secteurs ou toutes les industries, mais il y a un côté transversal quand on s'intéresse aux clients. Quand on s'intéresse au durable, il y a vraiment un côté sectoriel. Je veux dire, la mode durable, ce n'est pas la même chose que l'IT durable. Donc si on ne comprend pas le business, les fournisseurs, la fabrication, on ne peut pas être pertinent. Donc très clairement, voilà, je ne prétends pas du tout être un expert, mais j'ai effectivement écrit cet ouvrage pour, déjà à titre personnel, faire une trajectoire d'apprentissage, mais aussi pour partager en fait, et peut-être inciter les marketeurs à aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, j'essaie de combiner les deux, donc le client d'un côté et puis le durable de l'autre. Et donc c'est ce qu'on va peut-être partager ce matin, en fait, en une petite vingtaine de minutes. Alors, évidemment, je vais passer super vite sur deux constats qui sont aujourd'hui indiscutables. J'ai passé 5 semaines aux États-Unis, je suis allé dans le Montana et le Wyoming, et je suis revenu, j'étais pas à l'aise. Parce que les deux constats que je vais vous dire aujourd'hui, là, qui sont évidents pour nous, ils ne le sont pas pour beaucoup de gens sur la planète, mais notamment les Trumpistes du Montana. Mais bon, voilà. Donc, la notion de recyclage est vraiment un concept. Vraiment, on met tout dans la même grosse poubelle. Donc, c'est assez effroyable. Mais bon, voilà. Ils vont à leur rythme, on en parlait. Il faut peut-être les inciter aussi à aller plus loin. J'ai la chance de travailler d'ailleurs avec un co-auteur américain, John Scarton, qui est une grande figure du marketing, spécialiste des approches culturelles. Et en fait, voilà, ce bouquin, on le traduit en anglais pour l'année prochaine. Donc j'espère qu'il va aussi traverser l'Atlantique. Mais bon, très clairement, un développement économique qui n'est pas tenable, c'est un constat que chacun s'accorde à valider, notamment par rapport aux limites de la planète, qu'on commence à franchir allègrement. Mais un deuxième volet qu'on oublie en fait souvent, c'est que si le développement économique était suffisamment avancé pour permettre un développement humain, quelque part on perd ici, on gagne là, mais non. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que le développement humain ne progresse pas au même rythme que la dégradation de la planète. Et donc un développement humain qui n'est pas satisfaisant. Et donc il y a des pays qui reculent aujourd'hui en termes de santé, en termes d'éducation. Il y a aujourd'hui plus de 50 millions d'esclaves dans le monde, etc. Donc il y a des pays où le développement économique se traduit par une perte de liberté, d'égalité. Bref, donc tout ça n'est pas très satisfaisant. Et on a tendance, malheureusement, quand on parle de durable, à focaliser sur les aspects environnement, alors qu'en fait, il y a la dimension sociale, qu'on a largement tendance à ignorer. Donc vous avez sans doute vu que mon livre ne comporte pas du tout de verre. Donc c'était la seule instruction que j'avais donnée à l'éditeur, sur la couve, pas de verre. Il est violet et jaune, voilà, ça ne veut rien dire et c'est tant mieux. Ça évite de parler de verre uniquement. Donc le volet social, le volet environnemental. Donc tout ça c'est très bien, parfait, on a bien conscience de tout ça. Et la réponse, la solution, ça serait le développement durable, qui serait la réponse à ces enjeux actuels. Et alors c'est questionnable, un certain nombre de gens vous disent non, le développement durable, la croissance verte c'est un leurre, ça ne va pas nous permettre de sortir de l'impasse. Bon, le pari que je fais c'est quand même que quelque part c'est une solution acceptable, peut-être pas la solution, mais en tous les cas ça vaut le coup d'y travailler. Et évidemment il y a beaucoup de gens qui commencent à réfléchir à ça, et de façon assez amusante, parce que moi je suis arrivé vraiment en n'y connaissant rien il y a 4 ans, et je me suis rendu compte que le cadre, le framework qui s'est développé depuis vraiment 5 ans, depuis 2015-2016, avec une grosse accélération, c'est les fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc je voudrais m'arrêter une seconde là-dessus, mais donc évidemment le développement durable. Alors pour les marketeurs c'est assez amusant parce que si on pense écouter et connaître, alors un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Très bien. On a déjà du mal à comprendre les attentes des clients aujourd'hui, donc on est censé répondre à leurs attentes futures.
Bon, donc il faudra m'expliquer comment on fait. Mais bon, passons sur cette définition, qui est la définition officielle quand même du développement durable par l'ONU. En tous les cas, au-delà de ces considérations un petit peu générales, l'ONU aujourd'hui offre un framework assez précis, des objectifs de développement durable. Vous savez peut-être qu'il y en a 17. Mais derrière ces 17 objectifs, il y a une batterie d'indicateurs assez avancée, presque plus de 200 en vérité. Et donc, si une entreprise décide de s'améliorer en termes de développement durable, elle peut se référer à cette grille relativement complète. Pour les marketeurs, la question se pose de savoir, enfin les marketeurs, les responsables de la relation client, les responsables des produits, enfin bref, au sens large du terme, comment moi, responsable marketing, je peux contribuer à ça. Ça sera le seul mot que je vous demande de retenir ce matin pour ma conférence, c'est l'impact. On est habitué à mesurer la satisfaction, le chiffre d'affaires, le NPS, on a une batterie d'indicateurs, mais quel est mon impact en tant que responsable relation client, responsable marketing, pourquoi pas responsable RH, puisqu'on parle de social. Donc quel est mon impact? Et là, franchement, les professionnels restent relativement démunis, d'où ce « et moi, et moi, et moi ». Alors, Christophe m'a rappelé que c'était une référence un peu générationnelle. Donc c'est Jacques Dutronc, hein, c'est une chanson, hein, « et moi, et moi ». Donc les développements durables, très bien. Et moi, là, responsable marketing, qu'est-ce que je fais? Bon, je l'ai expliqué une fois, mais vous allez le voir plusieurs fois. Donc encore une fois, enfin, pour moi, j'ai découvert ce sujet il y a 4 ans avec un petit scepticisme, en fait. Hein. J'ai essayé de l'ignorer pendant une bonne dizaine d'années, ce sujet du développement durable, très honnêtement, en me disant, mes collègues, bon, voilà. Et j'ai été confronté à un petit défi, c'est OK, mais ça veut dire quoi concrètement? Okay. Comment on peut faire en fait du marketing durable? Ça a l'air complètement, je veux dire, antinomique. Et donc, je suis arrivé un peu à une idée assez simple, 4 façons de faire. D'abord, mettre vos leviers, vos efforts de communication, de relations, etc., au service de produits et de services qui ont un impact positif. Le marketing peut servir à n'importe quoi. Okay, à vendre des vaches qui rient, mais aussi de l'équipement militaire. Donc, pourquoi pas des produits et des services qui ont un impact positif? Bon, déjà, pour commencer, c'est logique. Deuxièmement, on peut tous, quelque part, optimiser l'impact de nos produits-services en augmentant l'impact social et en diminuant l'impact environnemental. Okay, donc, on est, si j'ose dire, un peu à la marge. Bon, quand on travaille sur le packaging, entre guillemets, à la marge. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, mais on n'a pas encore vraiment remis en cause le système. Quand on améliore le packaging, qu'on l'allège ou quoi, bon, c'est bien, c'est mieux que rien, hein, mais vous voyez, on va crescendo. Troisième niveau, si j'ose dire, c'est vraiment de concevoir des produits qui répondent à des problèmes, okay, sociaux ou environnementaux. Donc là, vraiment, on se donne comme mission de développer une offre, une gamme, qui répond à un problème. Pas une attente client, mais un problème environnemental et social. Là, on sent qu'on a passé un cap quand même, hein, parce que beaucoup d'entreprises n'en sont pas du tout là. Hein. Ça suppose de revoir quand même fondamentalement l'offre. Et puis, dernier point, peut-être encore plus ambitieux, même si création de valeur, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est quand même en fait assez ambitieux, c'est que si vous prenez en fait toutes les démarches de création de valeur, y compris les plus connues, hein, Strategizer, 1 million d'exemplaires, ce bouquin est sur la création de valeur et il est partout chez tous les consultants, etc. Pour qui on crée de la valeur? Voilà, c'est pas pour et par, mais pour qui on crée de la valeur? La réponse est toujours la même, pour le client. Mais le sujet du durable, c'est pas le client. Le sujet du durable, c'est les parties prenantes. Donc d'abord les collaborateurs. Okay, la valeur pour les collaborateurs. Tu parlais de les collaborateurs d'abord, les clients après, c'est un peu cette idée-là. Et puis, plus généralement pour la société. Donc, elle n'est pas toujours représentée, hein, la société. Et les générations futures sont encore moins représentées dans les parties prenantes. Hein. Comment vous allez faire concrètement pour mettre des générations futures autour de la table pour voilà, répondre à leurs attentes? Bon, ça, vous voyez, c'est un peu conceptuel, c'est un peu difficile à imaginer. Mais l'idée, c'est de dire, on ne crée pas juste de la valeur pour les clients, on crée aussi de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Les collaborateurs et les autres parties prenantes. Donc, quelque part, ça oblige le marketing à complètement changer de scope parce que ce n'est pas juste pour le client, c'est pour les parties prenantes. C'est le client et les autres. Donc, il y a des arbitrages à faire ici. Hein. Donc, c'est ça le sujet qui est assez intéressant pour un marketeur qui est focalisé sur le client.
Voilà, donc on a une petite définition, moi, je ne vais pas la développer, mais en gros l'idée c'est qu'on a des activités, des produits, des services qui vont créer de la valeur, bon, pour les clients certes, pour peut-être d'autres parties prenantes, et le sujet c'est de ne pas détruire le capital naturel, et c'est éventuellement de développer le capital humain. Voilà, on reprend ces deux contraintes, éventuellement développer le capital humain sans détruire le capital naturel. Donc c'est en fait sous contrainte, voilà, créer de la valeur sous contrainte. Donc, c'est évidemment pas un exercice facile et c'est le sujet du marketing durable. Je voudrais juste donner un point, c'est important, c'est que parfois on parle de responsable et parfois on parle de durable. Donc, je veux dire, si les mots ont un sens, responsable, ça ne veut pas dire la même chose que durable. Donc, déjà, dans le durable, il y a l'idée de durée. C'est l'impact dans le temps, alors que le responsable, pas nécessairement. Okay, donc déjà, voilà, l'horizon temporel n'est pas le même. Donc quand on parle d'impact, c'est l'impact dans le temps, ce qui ne rend pas les choses plus faciles, hein, au contraire, parce qu'il faut se projeter. Le responsable, c'est un autre sujet, ça fait plutôt référence à l'éthique. D'accord ? Donc ça peut être un peu plus culturel. L'éthique ici n'est pas l'éthique là. C'est un peu plus discutable aussi. Il y a des règles éthiques qui peuvent varier selon les individus. On n'a peut-être pas tous les mêmes concepts éthiques. Bon, bref. Alors que le durable, normalement, c'est l'impact et on le mesure et on le réduit. Okay. Donc voilà, pour moi, je préfère parler de durable que de responsable parce que c'est un peu plus touchy le responsable. Mais bon, ça fait référence à, par exemple, la déontologie. Professionnel, quand on fait des études, quand on écoute le client, quand on restitue des données, voilà, il y a une déontologie professionnelle. Là, on est sur la question du responsable, on n'est pas sur la question du durable. Okay. Donc, voilà, je pense que c'est important de peut-être faire la distinction. Pour te permettre déjà de prendre ta respiration, mais on avait eu cette discussion entre durable et responsable avec cette dimension vis-à-vis des collaborateurs. Comment est-ce qu'on les embarque dans ces approches-là. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'associer la notion marketing global de la notion de management de mes collaborateurs sur une promesse d'engagement. Et donc, tu avais plusieurs exemples là-dessus, donc on n'aura peut-être pas le temps, mais il y a cette notion d'engagement dans une dimension sociale. Et je pense que ça vaut le coup d'insister. Oui, et puis je pense que certains sont plus sensibles aux aspects durables et d'autres aux aspects responsables. Il y a une question de sensibilité en fait en termes d'arguments, qu'il s'agisse des clients ou des collaborateurs. Moi, ce que je suis en train de vous dire, je suis plus sensible aux aspects durables qu'aux aspects responsables. Ça ne veut pas dire que je suis irresponsable, mais disons que ça me parle plus. Mais c'est une question de sensibilité personnelle, peut-être. En tous les cas, le point, c'était de dire, bon, il y a deux clés d'entrée, le responsable durable, qui se combinent, hein, qui se complètent, hein, mais c'est peut-être deux clés d'entrée différentes en termes de management et aussi en termes de relations clients. Alors, il y a une tonne de recherches sur le fait de dire ça marche et c'est efficace et ça crée du ROI. Mais il y a une tonne de recherches. Ok, donc faites-le. Enfin, c'est évident. Donc, il faut faire le business case du développement durable, du marketing durable dans votre entreprise. Il faut le justifier. Mais il y a un millier de façons de le justifier et un millier d'études qui montrent que c'est efficace. Okay, y compris sur la réduction des coûts, bizarrement. Mais c'est clair qu'il peut y avoir une réduction des coûts matières. Bon, je donne un exemple dans le bouquin, c'est évident, mais c'est parce qu'il y a une plateforme qui est super intéressante, s'appelle Réussir pour un marketing responsable, qui est animée par le David Garbous, hein, qui est ancien directeur marketing de Fleury Michon, qui est le préfacier du bouquin. Réussir pour un marketing responsable. Chaque année, il y a une cinquantaine de business cases qui sont sélectionnés alors, par l'ADEME. Donc, bon. Déjà, le fait que l'ADEME sponsorise ce site est assez exceptionnel, mais en plus, donc, ces cas sont vraiment validés, je veux dire, par l'ADEME. Donc, il y en a des nombreux cas, en fait. Voilà, quand, par exemple, Bonduelle réduit de 30% les liquides dans les conserves de haricots, je veux dire, c'est 30% de coûts logistiques en moins. Enfin, c'est évident. Hein. Donc, parce qu'ils transportent de l'eau, en fait. Donc, dans les conserves de haricots. Donc, si vous arrivez à réduire l'eau, ça réduit le coût, quoi. Donc, bon, c'est pas si facile. Bien sûr, c'est des années de R&D, mais voilà un exemple parmi plein.
Donc ici, là, le sujet, c'est pas tellement est-ce que ça va être efficace, est-ce que ça va réduire les coûts, est-ce que ça va permettre d'engager des collaborateurs qui sont sensibles à ces sujets, bon, par exemple. Donc il y a plein de façons de démontrer le ROI du marketing durable. Là, ce que je voudrais faire en quelques minutes, pour conclure, c'est effectivement regarder quelques bonnes pratiques sur le comment faire. Pas pourquoi, mais comment. Okay, donc, pour moi, j'en ai sorti une seule, mais qui est à mon avis, la pratique sur les 100 qui sont dans le bouquin, j'aimerais en partager une seule avec vous. C'est donc tout simplement mesurer les impacts. Voilà. Alors, quand je dis tout simplement, en vérité, c'est hyper compliqué. Bon, et en plus, vous avez compris que le sujet au départ, c'était le changement climatique, la température sur Terre, etc., et les émissions de CO2. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est largement épaissi, quoi. Aujourd'hui, par exemple, le sujet de la biodiversité, le sujet de l'eau, enfin bon, bref, il y a plein d'autres sujets. Donc ça, c'est l'impact environnemental. Et sur l'impact social, bah, il y a des choses, mais c'est aussi très très vaste. Donc, pour moi, la seule bonne pratique à retenir, c'est de se dire, OK, on a les ventes, la satisfaction client, le NPS, mais comment on va appréhender l'impact? Parce qu'après, il y a une question d'arbitrage, quoi. Plus de ventes, moins d'impact, moins de ventes, plus d'impact. Mais si on ne sait pas mesurer l'impact, on ne peut pas faire d'arbitrage. Donc, les marketeurs ou les responsables relations clients, à mon avis, devraient s'emparer de ce sujet-là. Je ne dis pas que c'est facile et j'ai absolument pas de réponse. Et surtout pas, genre le NPS, une question, un score. Forcément, l'impact environnemental et social, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Donc, mais pour moi, c'est la bonne pratique qui permettra de débloquer pas mal de choses. D'où la question, comment on fait? Alors, première chose, déjà, regardez par curiosité, vous voyez, je l'ai reçu en juin 2023, ce mail de l'INSEE qui nous dit, au fait, les objectifs de développement durable, il y a à peu près 200 métriques, et les voilà. Donc c'est un fichier Excel, tout simplement, avec les impacts. Alors au niveau France, bah, vous pouvez essayer de faire ça au niveau de votre entreprise. C'est l'impact au niveau France, de la France, les activités économiques de la France, sur les objectifs de développement durable. Donc une partie de ces indicateurs peuvent très bien être déclinés au niveau d'une activité, d'une entreprise, d'une branche, voilà. Donc vous avez plein d'indicateurs, ici j'en ai mis deux. L'empreinte matière par unité de PIB, c'est-à-dire est-ce qu'en gros, quand on crée de la valeur économique, le PIB, est-ce qu'on a une empreinte matière? Combien de kilos par euro, hein? Donc, et on voit que l'empreinte matière s'améliore un peu. Désolé, c'est pas très lisible, mais on voit que l'empreinte matière s'améliore un peu. On fait plus d'argent avec moins de matière. Mais en fait, c'est pas une solution parce qu'on fait plus d'argent avec moins de matière, mais comme on fait beaucoup plus d'argent chaque année, on n'a pas l'impression d'être de plus en plus riche, hein, mais la réalité, c'est que le PIB de la France augmente quand même. Et ben, ça continue à avoir un impact matière considérable, évidemment. Okay, donc voilà un indicateur parmi d'autres, le nombre d'emplois dans l'économie circulaire. Hein, donc regardez un petit peu ce que pèse l'économie circulaire dans votre... Nous, on est beaucoup promoteurs, non pas de la décroissance dans le bouquin, mais plutôt de la circularité. L'économie circulaire, et aussi de la fonctionnalité, c'est-à-dire louer plutôt que posséder, par exemple. Okay, parce que ce qui compte, c'est l'usage, c'est plus que la possession. Voilà. Donc on promeut un peu ces business models alternatifs. Donc qu'est-ce que ça pèse dans vos entreprises, cette notion d'économie circulaire? Donc là, typiquement, c'est mesuré en emploi. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne métrique pour vous. Hein. Combien ça pèse? Ça peut être en chiffre d'affaires, ça peut être... Bon, bref. En nombre de clients concernés, que sais-je. Bon, mais pour autant, c'est sympa d'avoir ces objectifs de développement durable et toutes les métriques, mais c'est quand même pas facile pour un marketeur, parce que c'est assez éloigné en fait de la pratique du marketing. Et donc, malheureusement, on n'a pas pour les clients ce qu'on a pour les produits. Vous connaissez l'analyse de cycle de vie du produit. Bon, c'est bien, mais nous, on est clients. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? L'analyse du cycle de vie du client, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Donc, on n'a pas cette métrique, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de méthodes pour mesurer en fait, l'impact d'un produit. Okay. Mais mesurer l'impact d'une activité client, beaucoup moins. D'où, on va le retrouver, et moi. Je suis responsable client, l'analyse de cycle de vie, c'est vachement bien, mais ça ne me concerne pas vraiment. Okay, donc, j'ai trouvé un autre cadre que vous connaissez peut-être, que je vous présente en quelques minutes, qui est hyper intéressant, qui s'appelle B Corp.
Il y a aujourd'hui à peu près 5000 entreprises dans le monde qui sont B Corp. Il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui vont vers la certification B Corp. Et là, miracle, dans B Corp, alors ça va changer en janvier, mais bon, jusqu'à présent, il y a 200 indicateurs, dont 20% qui sont clients. Donc on s'est dit, ah, enfin, on a quelqu'un qui fait du développement durable et qui s'intéresse aux clients. Ok, B Corp. Alors, B Corp, ils sont malins parce qu'ils ont leur batterie d'indicateurs. Et en plus, ils ont fait un fichier de correspondance avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc vous avez les indicateurs B Corp et leur correspondance avec les indicateurs de l'ODD. C'est franchement le meilleur cadre aujourd'hui pour se dire, alors c'est quoi notre impact, comment on va le mesurer, etc. B Corp. Donc il y a un volet client qui est super intéressant. Je vous engage à regarder un peu ce qu'ils font. Malheureusement, et on se le disait donc, avec Christophe en préparant ça, cette matinée, c'est bien, il y a des indicateurs. Ils sont en accès libre. Hein. Vous pouvez aller sur cette page B-Assessment et vous avez le questionnaire. Vous pouvez créer un questionnaire, un formulaire, je veux dire, pour votre entreprise, un peu d'essai, quoi. Vous n'êtes pas, voilà, c'est juste pour découvrir le questionnaire. Hein. Voilà, on peut le faire. Ça ne vous engage pas à devenir B Corp ou même à rentrer dans la démarche, mais juste pour découvrir un petit peu comment on fait pour mesurer l'impact client. Sauf que c'est bien, mais bon, en fait, il y a deux notions. La première, c'est stewardship. Bon, vous verrez les indicateurs et les items pour mesurer dans quelle mesure votre entreprise, je ne sais même pas comment traduire, s'occupe du client. Cocoon le client, je ne sais pas. Bon, stewardship, vous pouvez vous amuser. Hein, c'est une notion qu'on n'a pas trop. Mais bon, en même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on parlait de care. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, ça a un sens en français. On peut dire le care, machin truc. Donc ça a fait peut-être la même chose pour stewardship. Dans 5 ans, ça sera évident. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas évident. Mais bon, voilà, la qualité des produits, vous voyez, marketing éthique, la sécurité et le respect de la vie privée des clients. Bon, voilà. C'est un ensemble d'éléments. Bon. Mais en fait, si vous voulez avoir un gros score, en fait, il faut avoir 80 points sur 200 pour être certifié B Corp. Certains ont genre 81 points et d'autres ont 150. Bon, voilà. Mais évidemment, ce volet client pèse lourd quoi, dans l'évaluation. Hein. Et en fait, là où vous marquez vraiment des points, c'est quand vos produits et services sont destinés à régler un problème social et environnemental, mais ici social, vis-à-vis des clients. Donc évidemment, tout ce qui est économie sociale et solidaire, par exemple, a un gros bonus. Tout ce qui est forme de gouvernance coopérative, gros bonus, puisque vos clients sont partie prenante, hein, dans une coopérative, par exemple. Donc, c'est opérationnel, il y a les items, vous pouvez aller les regarder sur le site de B Corp, mais voilà, si je suis responsable relation client, je ne trouve pas forcément mon compte pour mesurer au quotidien mon impact. Okay. Ou pour m'améliorer en termes de responsabilité, voilà, c'est pas très opérationnel. D'où, vous avez compris, et moi, je fais quoi, moi, en tant que responsable relation client? On peut se tourner vers les professionnels de la relation client, par exemple l'Association française de la relation client, et ils vous disent, au départ, on a commencé avec la qualité. il y a 4 ou 5 chemins pour venir à la relation client, dont la qualité. Les responsables qualité qui deviennent clients, c'est un chemin. Il est ingénieur qualité à la base, en fait. C'est un des profils. Il y a des vendeurs qui viennent à la qualité. Il y a des marketeurs qui viennent à la relation client. Bref. Ok, on voit bien que c'était un enjeu de qualité. Quand on se projette en 2020, la FRC vous dit aujourd'hui, le truc, c'est la relation client responsable. Quand j'ai lu ça, c'est un document qui est remarquable, hein, parce que vous connaissez évidemment l'étude réalisée par Kantar chaque année pour Bearing Point, les podiums de la relation client. Et donc dans ces podiums de la relation client, voilà, ça fait je crois 15 ans. Et à l'occasion des 15 ans, ils ont sorti ce livre blanc qui est super intéressant, qui est vraiment sur c'est quoi une relation client pertinente. Okay, concrètement. Mais au départ, au début du livre blanc, il vous explique qu'il y a une histoire de la relation client et qu'aujourd'hui, c'est la relation client responsable. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, cool.
Voilà la réponse à ma question. J'ai qu'à regarder ce que signifie relation client responsable pour l'Association française de la relation client. Et donc voilà la réponse. Moi, elle ne m'a pas satisfait. Okay. Il y a 4 items. C'est pratique loyale, responsabilisation des collaborateurs. Responsabilisation, c'est la traduction en français de empowerment. Alors je crois qu'il y a un autre mot français, mais horrible, genre... pas empouvoirment, mais un truc comme ça. Enfin, les Canadiens ont inventé une traduction de empowerment, mais c'est en gros donner de l'autonomie aux collaborateurs. Ok ? Il y a peut-être un lien entre la relation responsable et l'autonomie, mais bon, ça reste discutable. La data responsable, okay, privacy, etc. Et puis la démarche éco-responsable, une véritable volonté de préserver l'environnement. Voilà la réponse de l'AFRC à c'est quoi une relation client responsable. C'est ces 4 machins. Okay. Moi, je voulais faire un cours sur la relation client responsable et je n'avais que ça. Et ça tient pas longtemps, ça, en fait. D'abord, puis mes étudiants, ils vont vous dire, mais pourquoi un collaborateur autonome serait forcément responsable ? Il y a aussi des malades dans votre entreprise qui, s'ils sont autonomes, voilà, vont faire des dégâts. Non, voilà ce genre de contradiction, hein, quand même. Donc, bon, oui, pourquoi pas. Okay. Donc, c'était assez amusant, mais comme point de départ, c'était intéressant. Alors, comme j'en avais marre de faire des cours classiques où je parle aux étudiants pour leur dire c'est ça la relation client responsable, j'aurais dit, écoutez, l'objectif de cette année, c'est d'essayer de définir ensemble ce que c'est la relation client responsable, de trouver des exemples et tout ça. Et donc, on a fait un super travail, on a fait un chapitre de bouquin, en fait, collectivement. Bon, en fait, entre parenthèses, en tant que professeur, ça demande beaucoup plus de travail de faire un chapitre de bouquin avec vos étudiants que simplement leur parler pendant 21 heures. Mais bon, c'était plus intéressant. Et on a fait un chapitre de bouquin sur la relation client responsable. Alors, on est parti, par exemple, d'un truc tout bête, l'UFC Que Choisir. Regardez l'UFC Que Choisir, c'est amusant parce que dans chaque numéro, vous avez 3 ou 4 cas de relations clients irresponsables. Et je ne donne pas de nom, mais vous avez des Carrefour, des SFR, des Canal+, qui ont des pages complètes dans l'UFC Que Choisir à peu près chaque semaine en disant voilà ce qu'ils ont fait. Alors, un des plus drôles, vraiment un des plus drôles, SFR condamné pour je ne sais plus quelle raison. Bon, ils doivent mettre sur leur homepage pendant un certain temps la condamnation. Okay. Et en fait, il y a un petit malin qui se dit on va l'afficher, mais avec un scroll up. Est-ce que vous avez déjà fait des scroll-up sur les sites ? Parce que nous, on fait des scroll-down, on va en bas. Mais non, là, ils ont affiché la condamnation en scroll-up, c'est-à-dire qu'il faut scroller au-dessus de la barre de menu pour voir la condamnation. Elle s'affiche uniquement quand vous faites ça. Donc, ils l'ont affiché. Hein. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits malins quand même en relation client. Hein. Donc, bon. Donc, on a pris des exemples de relations clients irresponsables. On a pris aussi des exemples de gens qui se prétendent responsables. Bref, on est arrivé à un résultat. Bon, voilà, je vous le partage et puis vous me direz, et moi, si ça répond un peu à la question. Donc, on est arrivé à une trentaine de principes. Je ne vais pas vous les énumérer. Ils seront dans les slides. Ils sont là. Et le chapitre, on le sort dans 2 mois. Donc, vous l'avez en primeur. Et il n'est pas encore sorti, en fait. Oui, on a donc une trentaine de principes dans plusieurs catégories. Pour faire simple, il y a des principes sur la prospection. Il y a des principes sur la rétention, la fidélisation. Et il y a des principes communs à prospection et rétention, notamment sur la data, parce qu'elle est souvent commune à ces 2 logiques. Voilà. Donc, on en a une trentaine et on les a illustrés avec des bons exemples, des mauvais exemples. Voilà. Donc, on vous fera passer le document, évidemment. Mais on a voulu effectivement vous les partager en quelques minutes avec Christophe et on a décidé de faire ça. Alors, c'est quoi ça, Christophe ? Alors ça... quand je vous disais que tout le travail qu'on fait chez Maison du Client, c'est d'écouter et d'essayer de valoriser la data collectée et d'aider à la décision, on s'appuie pour ça sur beaucoup de travaux universitaires, et notamment quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, Silvio Llosa, qui a mis en place un modèle mathématique qui permet de catégoriser les items en 4 grandes familles en fonction de leur impact sur la satisfaction globale. Et donc ça, c'est un modèle mathématique qui permet de ranger
en 4 catégories tout un tas d'éléments. Et le travail que j'ai demandé à Pierre, ça a été d'identifier des critères qui pouvaient rentrer dans ces différentes catégories. Mais juste avant ça, je vais vous expliquer un peu ces catégories parce que ça fait partie, à mon avis, des bonnes pratiques qu'une entreprise doit se mettre en place pour catégoriser son travail, que ce soit vis-à-vis du client, vis-à-vis des collaborateurs. Tout ça, c'est né des travaux de Nora Kikano dans les années 80 et qui a fait la démonstration que la satisfaction, c'était pas un modèle linéaire. On n'était pas complètement insatisfait vers complètement satisfait. Il y avait des petites spécificités. Cette slide-là, c'est juste pour vous montrer les 4 typologies. Je passe rapidement sur ce qu'on appelle les éléments secondaires. C'est-à-dire que, en fait, que vous soyez bon ou mauvais sur cet item, ça n'aura aucun impact sur la satisfaction. Et donc ça, c'est que ça soit satisfaction collaborateur ou client, c'est intéressant d'identifier des éléments sur lesquels, en fait, vous n'avez pas intérêt à investir parce que ça ne va pas faire évoluer la satisfaction. Donc là, de fait, amélioration du retour sur investissement puisqu'on ne va pas investir là. Donc on économise. Et puis après, il y a 2 éléments qui sont pour moi fantastiques. C'est ce qu'on appelle les éléments basiques. L'élément basique, donc c'est en haut à gauche. Dans les cartos de Sylvie Liosa, ce n'est pas présenté comme ça. Mais je fais juste une petite digression pour ceux qui utilisent déjà la matrice Liosa. Donc on est revenu, normalement c'est en bas à droite. Mais bref, dans le schéma, en haut à gauche, les éléments basiques, c'est l'événement, s'il se produit, il ne va pas générer énormément de satisfaction. On va être au niveau moyen. Par contre, si on n'est pas au rendez-vous de cet événement, ça génère énormément d'insatisfaction. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le cœur de mon métier, c'est le cœur de ma relation avec les collaborateurs, avec les clients. Si je suis mauvais là, je laisse une image négative très très forte. Je donne un exemple souvent dans les fast-food. Donc là, c'est les frites sont chaudes. Si elles sont chaudes, c'est normal. Par contre, je ne suis pas content si elles sont froides. C'est un basique. C'est bien, on est complémentaires. Une viennoiserie pour Pierre. Les éléments plus, c'est, on va dire, la symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, si ça ne se produit pas, comme le client n'attend pas l'événement, ça ne génère pas d'insatisfaction. Par contre, s'il se produit alors qu'il n'attendait rien de tout là-dessus, ça peut avoir un effet très positif. Et avec Sylvie, on avait vu quelque chose d'assez exceptionnel, c'était la qualité du plafond dans les centres hospitaliers. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas attention à la qualité du plafond, mais si on se met à la place du patient qui va passer de longues heures à regarder potentiellement le plafond, si c'est propre et tout ça, ça va avoir un impact positif. Et là, donc, c'est très pratico-pratique comme illustration, mais c'est super important pour une entreprise d'identifier les éléments plus, parce que ça va faire vraiment la différence par rapport à la concurrence. Basique, si on n'est pas bon, il faut changer de métier. Plus, on fait vraiment la différence avec la concurrence. Et puis les éléments clés, là on retrouve la hiérarchie qu'on connaît de la satisfaction. Si ça ne se produit pas, ça génère de l'insatisfaction. Et si ça se produit, ça génère de la satisfaction. Donc là, en fait, c'est un modèle mathématique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas au client de savoir si c'est un élément important ou pas important. En fait, on va avoir un modèle mathématique qui va permettre, sur la base des réponses, de catégoriser cet item dans la satisfaction globale et on va dire l'ambiance globale de l'interview. Donc, je voulais vraiment vous représenter ça parce que pour nous, c'est un élément fort de l'exploitation de la data qu'on peut collecter pour le compte de nos entreprises. Et généralement, il suffit de présenter une matrice comme ça à un comité de direction pour qu'il sache tout de suite quelles actions mettre en œuvre et quelles sont les sources d'économie. Donc voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Ce qui m'intéressait, en provoquant Pierre, c'est de dire, tes 30 éléments, t'es gentil, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui serait secondaire, basique, etc. La réponse. Donc parmi les 30 éléments, j'en ai pris 4 juste pour illustrer un peu la dimension de la matrice. Donc parmi les éléments basiques, faciliter le désabonnement aux communications commerciales. Okay. Alors,
J'ai eu l'occasion de faire une revue complète de mes newsletters la semaine dernière. Et je me suis désabonné d'une bonne 50aine de newsletters. Parce que quand on télécharge des livres blancs en B2B, tu fais ça aussi, chez MDC, il faut laisser ses coordonnées. Et paf, derrière, on ne veut pas forcément avoir une relation quotidienne avec toutes ces entreprises. Donc, il y a un moment, il faut se désabonner. Donc, je dirais, dans 80% des cas, un clic. Mais j'ai trouvé des cas où vous cliquez sur la newsletter pour vous désabonner, vous arrivez sur le site, il faut accepter les cookies. Ah ben c'est sympa de me coller des cookies alors que je veux me désabonner. Je veux dire, c'est logique. Ou alors, carrément, on arrive sur une landing page où il n'y a rien pour se désabonner. J'ai quand même eu 3 cas comme ça. Donc, bon, mais ça fait quand même partie des basiques, c'est-à-dire, bah oui, si on se désabonne facilement, bah, c'est normal. Et par contre, on est frustré si on ne se désabonne pas facilement. C'est ça, un basique. Okay. Bon, là, on a beaucoup d'éléments qui sont liés au respect de la réglementation. Hein, c'est un basique, hein, très clairement. Hein. Donc, la loyauté des pratiques commerciales, on est un peu là-dedans. C'est pas ça qui va créer la différence avec vos concurrents. Par contre, l'absence de loyauté est un problème. Okay, bon, voilà, on a compris. Les éléments plus. Alors, là, il faut dire un truc important. À partir de ce moment-là, ça devient assez situationnel. C'est-à-dire, ça dépend des situations, des secteurs, des boîtes, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Okay. Donc j'ai essayé, parce que tu m'as lancé ce défi, de mettre les éléments, je veux dire, un peu génériques. Okay, un peu pour tout le monde, en moyenne. Mais pas sûr que vous seriez d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, par exemple, limiter l'empreinte écologique des données et des supports de communication, ça me semble être un élément plus. Dans le sens où la plupart ne le font pas. Mais si vous le faites, ça peut créer la différence. Okay. Quand j'ai dit la plupart ne le font pas, en vérité, vous prenez par exemple le syndicat des régies Internet, SRI, ils ont sorti une note il y a quelques mois seulement pour mesurer l'impact des campagnes digitales. Okay. Donc, je veux dire, c'est quand même assez récent. Si vous voulez mesurer l'impact d'une campagne digitale, ok, il y a une note de travail pour apprendre à faire ça, mais qui est sortie il y a quelques mois. Donc, je présume que... Alors, il y a aujourd'hui des calculateurs. Par exemple, dans l'événementiel, il y a pas mal. Ils sont assez en avance. On en parlait avec Didier ce matin sur le calcul de l'empreinte d'un événement. Il y a des calculateurs, voilà. Donc là, on organise un gros événement pour l'année prochaine pour l'Association française du marketing, 300 personnes sur 3 jours. Et ben, on va calculer l'empreinte carbone de l'événement parce qu'il y a des guidelines, quoi. Bon, voilà. Mais voilà, ça reste un plus aujourd'hui, clairement. Et sur cet aspect, quand on avait préparé, tu avais évoqué les données, les supports, les vidéos. Oui. Alors aujourd'hui, quand un site se prétend, je veux dire, low-tech, c'est pas forcément très fun. Ils n'ont pas encore trouvé une façon d'être intéressant et low-tech, hein, quand même, par rapport à Netflix. On n'est pas là. Hein, donc c'est presque, oui, c'est une sorte d'acte militant aujourd'hui. Mais vous avez certaines entreprises, certains sites hein, qui sont à faible empreinte, donc des photos qui ne s'affichent pas systématiquement en haute qualité, des vidéos qui sont vraiment à la demande, qui ne s'affichent pas automatiquement en pré-roll, enfin, bon, etc. Donc évidemment, c'est moins joli qu'un site qui aurait utilisé toutes les dernières technologies immersives et compagnie. Hein. Donc c'est des arbitrages. Hein. Mais aujourd'hui, il y a quand même peu d'entreprises qui ont vraiment conscience de leur impact écologique en termes de données et de support. Et puis, élément clé qu'on a décidé de retenir, parce que tu m'as un peu aidé quand même pour faire cette matrice, parce que c'était pas prévu. Penser parcours client plutôt que taux de clic. Aujourd'hui, dans le digital, on parle encore beaucoup CPM, CPC, CPA, des clics en fait. Hein. Et penser parcours client, c'est vraiment le funnel, et pas seulement avec les différentes étapes de la conversion, l'expérience client le long de ce parcours. Bref, ça c'est un élément clé parce que clairement, ça permet à la fois de satisfaire mieux le client si l'expérience proposée est plus satisfaisante, évidemment, plus rapide, plus simple, bon voilà. Mais c'est aussi un élément de performance, je veux dire, économique. Hein, simplifié, parce que derrière il y a du back-office, hein, donc si on fluidifie l'expérience client, quelque part on devrait fluidifier aussi le back-office.
Okay, donc pour vos collaborateurs, c'est peut-être aussi préférable. Donc voilà une représentation au moins de 3 éléments. J'ai eu un problème pour éléments secondaires, puisque par définition, on a essayé de trouver des éléments qui comptaient. Donc dans les 30, il y en avait assez peu qui étaient secondaires. Mais peut-être un qui a été repris ici, c'est l'idée de rendre l'information accessible à tous. Aujourd'hui, l'enjeu de la transparence, c'est de la transparence dont on parle. Quelque part, il est secondaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises, vous allez voir le raisonnement, mais c'est un peu tiré par les cheveux, parce que par définition, je n'ai pas trouvé beaucoup d'éléments secondaires. C'est l'idée de se dire, rendre l'information accessible partout, tout le temps, pour tout le monde, ce n'est pas ce que cherchent les gens. Ils ne veulent pas que l'information soit accessible partout, tout le temps, pour tout le monde. Ils veulent l'information qui répond à leurs questions, ce qui est quand même très différent. Et aujourd'hui, vous êtes souvent perdu en tant que consommateur parce qu'en fait, on vous a donné trop d'informations. Le syndrome « too much information » en anglais. C'est trop, là. C'est trop. Quand vous vous engagez et que vous avez un document de 8 pages, OK, l'information est accessible, mais pas vraiment, en fait, parce que personne ne la lit. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est un élément qui compte quand même, mais bon, qui compte peut-être moins que les autres. C'est pour ça qu'on l'a arrangé ensemble. Et justement, pour conclure, là, tu évoquais le fait que c'était très lié à la maturité du secteur industriel. Oui, c'est très lié. J'aime bien prendre l'exemple de l'ABS. Par exemple, la première fois qu'une boîte a fait a proposé un système ABS de freinage, c'était un élément plus, parce que c'était les seuls à le proposer. Bon, et puis aujourd'hui, c'est un élément presque basique. Donc en 20 ans, les éléments, ils peuvent changer. Donc il y a une dynamique là, parce que tout le monde imite quelque part et ça change de catégorie, quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc vous verrez effectivement dans le document, on a rangé les éléments comme ça. Donc les éléments basiques, c'est les éléments de loyauté, de gestion responsable de données. Alors j'ai mis management responsable des collaborateurs parce que évidemment on est sensible à cette entre guillemets théorie, tu m'as dit, je peux le dire, la symétrie des attentions, bon, Académie du service et compagnie, qui vient de l'hôtellerie d'ailleurs, c'est assez intéressant comme histoire, et enfin du groupe Accor. Et donc, vous savez, cette théorie selon laquelle il faut être aussi attentif à nos collaborateurs qu'à nos clients, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui vont satisfaire le client si eux-mêmes sont satisfaits. Cette idée de symétrie. Bon, oui, management responsable des collaborateurs, j'ai inclus là-dedans, par exemple, la gestion de l'anxiété, voire de la colère des clients. Comment on fait pour gérer la colère des clients ? Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont confrontés à beaucoup de colère, en vérité, voire même, enfin, en anglais, ils disent rage. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, d'énervement, d'incivilité. Voilà. Donc, comment on gère ce sujet-là d'un point de vue responsable ? Et c'est là où on s'éloigne de l'idée de client roi. Parce que si le client est roi, le collaborateur devrait se prosterner. Or, c'est pas ça qu'on cherche à faire non plus. Donc là, il y a ce sujet-là. Alors, je l'ai rangé en basique parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de travailler là-dessus. En élément plus, il y a les notions de transparence, d'accessibilité, d'équité. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans les... Alors, on a beaucoup de réflexions sur les algorithmes, sur le fait que les décisions sont prises sans vraiment qu'on sache vraiment pourquoi. Bon. Le verrouillage, oui, on a beaucoup de techniques de verrouillage. Si vous nous quittez, vous avez une indemnité à payer, des frais, des trucs et des machins pour verrouiller le client. Est-ce que quelque part, on peut faire du verrouillage responsable des clients, y compris en lui donnant les explications à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, un dernier point auquel je tiens, c'est la promotion du développement durable dans la relation. Vous avez la chance d'être en relation avec vos clients. C'est une opportunité de leur parler d'usage responsable du produit, d'impact de leur consommation, sans les culpabiliser, mais pour faire en sorte qu'ils consomment mieux quelque part. Okay ? Moins / mieux. Et donc, et pas seulement vendre plus quelque part. Okay ?
Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dans l'usage responsable. Bon, évidemment, il y a EDF, puisque depuis 50 ans, ils nous disent d'éteindre la lumière quand on sort de la pièce. Bon, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, évidemment, mais bon, ils sont dans l'usage responsable, mais il y a assez peu d'entreprises qui sont dans l'usage responsable. Okay. Par exemple, un exemple assez amusant, HP, mon imprimante, il y a un moment où l'imprimante vous dit il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Ben non, il y a presque 20% d'encre. C'est un paramètre que vous décidez en fait de régler. Mais ça m'a pris 1h30 à lire, parce que je devais vraiment imprimer, c'était pour mon passeport. Donc en fait non, c'est un paramètre de l'imprimante. Il reste encore 20% d'encre, mais on vous dit qu'il n'y a plus d'encre pour vous préparer à l'idée de changer votre cartouche pour éviter de tomber en rade. Mais il y a encore 20% d'encre. Okay, et donc, clairement, on vous pousse à la consommation, là. Okay, donc, ce n'est pas un usage responsable du produit, là. C'est au contraire. Hein, vous forcez à changer la cartouche plus rapidement que nécessaire. Donc, usage responsable, développement durable dans la relation, éduquer le client, l'accompagner, tout ça. Et puis, dernier sujet que nous, on a jugé comme clé, hein, la gestion de la pression. La mesure de la pression commerciale sur les différents canaux, et donc, évidemment, l'optimisation de cette pression. Et puis la diminution de l'effort qu'on a jugé comme un élément clé, parce que c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Si je diminue l'effort demandé au client, je devrais diminuer l'effort demandé à l'entreprise aussi, quelque part, et donc simplifier, fluidifier, voilà, travailler sur ces process. Voilà un petit peu le travail donc, sur l'idée d'un management responsable des clients, donc, avec plein d'exemples dans ce document. Et évidemment, après avoir dit et moi, la question c'est et vous, donc quelles sont vos préoccupations et donc j'ai juste mis un slide pour lancer un peu les échanges, la discussion. Hein. C'est une entreprise que j'aime bien, bon, qui est concurrente de MDC, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, qui s'appelle Velvet Consulting, qui fait le baromètre Customer Centric. Ils sont, voilà, maintenant c'est la branche conseil de WPP. L'agence de com. Et donc, ils ont fait une étude en 2021 qui était assez intéressante. C'était, en gros, est-ce que la RSE est intégrée dans votre relation client ou pas ? Et il y a 4 réponses. Donc, c'est quoi la RSE ? Enfin, bon, non, façon de dire, la RSE pas trop développée chez nous, donc forcément, elle n'est pas dans la relation client, 14%. C'est au cœur de notre stratégie, mais on ne l'intègre pas dans la relation client. C'est vraiment un sujet complètement à part, qui peut être par exemple un sujet vraiment produit, mais pas dans la relation client, 28%. C'est pas intégré à... Pardon, excusez-moi, j'étais sur le deuxième, 33%, c'est pas intégré. 28% qui l'intègrent, donc il y a une stratégie RSE et quelque part on l'a intégré dans la relation client. Et 25%, c'est pas intégré, mais on y pense. Voilà, okay. Donc au final, ça veut dire quoi ? Un tiers des entreprises qui se sont dit, on a une stratégie RSE, parce que la plupart des boîtes en ont une aujourd'hui. Et donc, quelque part, voilà comment on va faire pour que la relation client relaye cette stratégie, s'empare de cette stratégie. Donc, un tiers des boîtes. Donc, on n'est peut-être pas un échantillon représentatif, hein, mais logiquement, donc, il y aurait un tiers des participants dans cette salle qui a intégré des enjeux RSE dans ses pratiques relationnelles. Donc, la question, c'est un peu comment, par quel sujet vous l'avez pris, est-ce qu'on peut partager des expériences là-dessus, enfin, voilà. Merci Pierre pour cette brillante intervention. Et donc voilà. Donc bonjour, moi je m'occupe en fait des ventes et du marketing opérationnel pour un petit laboratoire pharmaceutique en phyto, aroma et beauté. On est à quelques jours de devenir entreprise à mission, donc on est quand même oui, on est avancé, donc on intègre bien la dimension RSE. Sur tous les collaborateurs au niveau siège, il n'y a aucun problème. Ça, on baigne dedans à longueur de temps. En revanche, pour les commerciaux, même si on leur fait vivre l'expérience, même si on leur explique, même si on crée des ateliers pour vraiment les imprégner de cette dimension et surtout de véhiculer le message auprès de nos premiers clients qui sont les pharmaciens, j'ai du mal quand même. Enfin, il y a quand même, ça n'arrive pas. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour, entre guillemets, imposer ça aux vendeurs. Parce que le vendeur, par rapport à ce que tu disais, à un moment donné, il rebondit vite sur « je veux vendre ». Oui. Donc, comment vous les rémunérez, vos vendeurs, tu vois, déjà ?
Alors, c'est difficile de les rémunérer sur cette dimension-là, mais on le fait plutôt, il n'y a pas d'objectif. Donc, justement, on essaye d'être... D'accord. Et on travaille en collaboratif, donc il n'y a pas d'objectif, il y a du qualitatif, du collectif. Et malgré tout, ça rentre... j'ai du mal à leur faire prendre conscience. Le vendeur qui a cette éducation-là, personnelle, oui. Les autres. Et les clients de ces commerciaux sont eux-mêmes un peu sensibles. Ça remonte par là ou pas vraiment? Il y a 22 000 clients, donc il y a de tout. Oui, c'est les pharmacies. Donc il y en a 22 000. Ouais, okay. Donc il y en a qui sont sensibles. Le vendeur reste sur l'objection, mais ils s'en foutent. Alors pas forcément. Le pharmacien est un consommateur comme un autre. Oui. Donc c'est ce qu'il y a, ce qu'il Non, existe. ça pourrait être intéressant de repérer parmi ces 22 pharmaciens quelques entre guillemets leaders ou gens particulièrement sensibles avec qui vous arrivez à développer une relation commerciale un peu différente, peut-être sur des sujets un peu projet différents. Avec la maison du client, parce que c'est absolument ce qu'on veut faire, d'avoir une écoute satisfaction pour pouvoir les cibler par rapport à cette appétence-là. Mais oui, parce qu'il faut évidemment pas faire l'hypothèse que tous sont sensibles et surtout éviter les stéréotypes. Je disais avec Didier ce matin, les étudiants par exemple auraient pensé qu'ils sont tous à fond développement durable, responsable, etc. Mais quand on fait un voyage d'études et qu'on leur demande est-ce que vous voulez aller en train ou en avion, en train ça va faire 2 jours pour Stockholm et en avion ça va faire 3 heures, ils choisissent tous l'avion. Donc voilà, confrontés à des arbitrages, même entre guillemets, les jeunes ne sont pas tous à fond sur le développement durable, donc a fortiori les pharmaciens. Donc, mais il y en a probablement 5-10% avec qui développer une relation commerciale un peu différente. Il y en a qui sont sous groupement de pharmacies qui ont déjà cet ADN-là. Il y en a, mais il faut pousser le jeu un peu plus loin via un système d'écoute, ça c'est sûr. Non, mais c'est sans doute un peu l'exemplarité, c'est-à-dire choisir quelques exemples. On pourrait dire stories, mais stories, on est dans la communication. Exemples de collaborations commerciales qui sont un peu décadrées, qui intègrent un peu les enjeux, et en faire, des exemples quelque part sur lesquels s'appuyer pour donner l'exemple. Ça oui, mais en fait la problématique c'est le vendeur. Oui, et donner l'exemple vis-à-vis des vendeurs peut-être aussi. Tu vois, certains vendeurs vont peut-être avoir des approches commerciales qui marchent, qui sont intéressantes, qui sont un peu décadrées par rapport à volume, quantité, aux enjeux commerciaux, et qui serviront d'exemple en vérité pour les autres. C'est difficile d'embarquer tout le monde, je pense, sur ces sujets-là. Tu vois. D'autres questions? Juste, il y a un autre point. C'est intéressant ce que tu disais. On a abandonné, ils n'ont pas d'objectif en vérité. Donc souvent, ça passe par des choses qu'on ne fait pas. Pas seulement des choses qu'on fait, mais des choses qu'on arrête de faire. Donc, moi, ça fait quelques années maintenant que je suis à la campagne, là, et j'ai découvert un truc, c'est le télémarketing. Je pensais que c'était mort, ça. En 2023. Ben non. Et il y en a qui insistent, mais lourdement, quoi. Donc il y a des pratiques qui sont en fait à arrêter. Voilà, déjà, pour commencer, s'il vous plaît. Donc le fait d'avoir abandonné les objectifs, d'être dans une logique plus collective, c'est déjà super pas intéressant. Oui, j'avais une question sur les slides précédentes. J'étais tout à fait en phase. Voilà, juste celle-là, là, sur les éléments clés. Justement, j'étais OK jusque-là et je me dis diminution de l'effort du client. Est-ce que, justement, aujourd'hui, on n'est pas dans une phase où il faut lui demander justement de faire quelques efforts justement, ce serait plutôt pour moi l'inverse. Bon, je bosse beaucoup dans l'hôtellerie en ce moment, et en fait, ils sont concrètement dans un cadre où ils ne veulent faire aucun effort, ils ont payé pour. Et justement, on leur demande de faire des efforts. Oui. Pour moi, ça, jusque-là, alors, en fait, il y avait. Ce serait pas l'inverse aujourd'hui. En fait. Oui, je comprends. Il y avait peut-être 2 idées derrière ce mot-là. C'était l'idée de dire. Premièrement, le client lui demande beaucoup d'efforts, physiques, financiers, ce que la FRC appelle aussi effort cognitif, même si c'est compliqué en gros. Je ne comprends pas, ça demande beaucoup d'énergie. Donc effort cognitif, effort financier, effort physique. Donc là, par exemple, il y avait dans la diminution des efforts clients, il y avait l'accessibilité. Tu vois, des lieux physiques et des sites web, etc., y compris donc, dans une logique d'accessibilité à des publics
en situation de handicap ou des clients vulnérables. Enfin, cette idée d'accessibilité, en fait. Donc, ça, c'est une thématique qui est quand même super intéressante sur les leviers digitaux, mais pas que. Bon, il y a des réglementations, tu les connais 100 000 mieux que moi sur l'accessibilité des lieux physiques. Il y a aussi des bonnes pratiques sur l'accessibilité. Adobe, là, en ce moment, travaille beaucoup sur l'accessibilité des supports digitaux, par exemple, à des personnes non-voyantes, etc. Donc là, on était dans l'accessibilité, c'est une des dimensions de la diminution de l'effort. Et puis, il y a l'autre volet qui est assez intéressant, c'est effectivement changer les comportements tout en diminuant les efforts. Alors, comment on peut faire ? Il y a notamment... je suis désolé pour les designers, mais c'est vrai que c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, c'est le nudge. Mais bon, exemple concret, dans la machine à café de l'Université Paris-Dauphine, aujourd'hui, il faut ajouter le sucre, alors que jusqu'à l'année dernière, il fallait l'enlever. Il fallait faire 3 clink, clink, clink pour enlever le sucre, alors qu'aujourd'hui, il faut faire clink, clink, clink pour mettre le sucre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les choix par défaut. Par défaut, il n'y a pas de sucre. Donc, et il faut faire un effort pour avoir du sucre. Alors qu'avant, il fallait faire un effort pour ne pas avoir de sucre. Okay, donc, ça, c'est un nudge. C'est donc, on a changé le comportement en le simplifiant pour aller vers quelque chose de positif. C'est-à-dire, a priori, il y a moins de sucre. J'aimerais compléter ta réponse en écho à ce que dit Didier. Plutôt que diminuer l'effort, je dirais augmenter la simplicité. Faire les choses plus simples. Mais ça ne veut pas dire que ça va diminuer l'effort. Typiquement, trier ses déchets, c'est un effort. Mais si on met des poubelles spécifiques pour des cas, les déchets secs, etc., là, on simplifie le geste de trier, mais il y a un effort. Ne rien lui demander, ça veut lui donner les façons de faire les choses simplement ou rapidement. Voilà.